La Chine vit vraiment en 2150. À côté, la France, c'est vraiment le Moyen-Âge. This invention from China proves they're living in 2050. Il y a des drones partout, il y a même des robots. La Chine vit dans le futur et nos médias nous l'ont caché. Bon, parlons un peu de toutes ces réactions qu'on voit un peu partout, ici et là. Non, parce que techniquement, tout ce qu'on peut voir dans les TikTok, des vidéos YouTube et autres, bah c'est pas faux. Non, c'est vrai. On va pas faire genre. C'est pas faux. On sort de TikTok avec des robots dans des champs, c'est quoi ça encore? C'est plutôt que c'est profondément réducteur de la réalité du pays. Parce que si je suis la même logique... La campagne chinoise, on est en 1850 ou... Bon, on exagère et je joue la carte de la provoque facile, mais c'est pour rappeler que malgré les drones, les trains à grande vitesse et les néons stylés... Waouh, il y a des trains qui passent dans des immeubles! Bouche ouverte, yeux écarquillés, musique grandiloquente. Oui, voilà, malgré ces infrastructures, la Chine, c'est aussi ça. Un chômage chez les jeunes qui continue d'augmenter, touchant presque 20% des 18-24 ans en août 2025. 60 millions d'enfants abandonnés à la campagne par leurs parents qui sont partis chercher du travail en ville. Des millions de travailleurs journaliers condamnés à accepter des missions au jour le jour, souvent sans contrat formel, sur les chantiers, dans les ateliers, pour faire des livraisons. Des travailleurs dans les usines qui vivent sous une pression permanente, font des horaires interminables et vivent dans des dortoirs surpeuplés. Et ça, c'est sans parler des salaires parfois impayés. Et désolé. Vous savez sur quoi vous avez cliqué. En fait, la Chine, c'est un grand pays dont on a tendance à avoir une image figée, mais c'est surtout une terre de contrastes et parfois même de contradictions. Pourtant, ces dernières années, des efforts considérables ont été faits par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations les plus précaires. C'est vrai, en 2021, le gouvernement chinois a annoncé l'éradication de l'extrême pauvreté. Mais même s'il y a du mieux, eh bien on n'efface pas autant de misère aussi facilement. Encore aujourd'hui, des dizaines de millions de gens vivent de petits boulots précaires, sont impuissants face au loyer qui flambe. En bref, la lutte contre la pauvreté n'est pas encore terminée. Pourtant, c'est un grand nom de l'histoire chinoise vient de tout en bas. C'est le cas de Liu Bang, né au 3e siècle avant Jésus-Christ. Liu Bang est issu d'une famille de paysans, mais trouvant le travail au champ pénible, il passait le plus clair de son temps à se bagarrer et boire de l'alcool. Eh oui, c'était un alcoolique, c'était un bagarreur aussi. Un jour, alors que Liu Bang arrive finalement à s'extirper de sa condition de paysan en s'enrôlant dans l'armée, il est finalement chargé de sécuriser un convoi de prisonniers. Lors d'une halte, il s'endort et tous les prisonniers s'enfuient. Liu Bang le sait, il a échoué. Il sera lourdement puni pour ce fiasco. Alors foutu pour foutu, il libère les derniers prisonniers restants et s'enfuit avec eux. Il rejoint alors une bande de brigands et prend la tête de la rébellion. Ensemble, ils mènent de nombreuses batailles. Et au fur et à mesure de celles-ci, conquièrent ensemble de nombreux territoires. Liu Bang va aller jusqu'à s'emparer du titre suprême, celui d'empereur de Chine. Qui a dit qu'il ne fallait pas croire en ses rêves? Toi aussi tu peux devenir empereur, tu y crois très fort. Liu Bang, ou de son nouveau nom d'empereur Gaozu, c'est un des rares empereurs issus des classes populaires. Et il va pourtant imposer la plus grande dynastie impériale chinoise, la dynastie Han, qui va régner sur la Chine pendant plus de 400 ans. Bon, mais ça, c'était il y a 2200 ans. Hein. Depuis, le monde a bien changé, et la Chine avec. En fait, aujourd'hui, le pays fait face à une contradiction. On considère à la fois la Chine comme une super puissance économique et un pays sous-développé. L'écart de richesse est tel que certains Chinois mènent un train de vie similaire aux Occidentaux, voire même supérieur, tandis que d'autres mènent une vie comparable aux citoyens de pays beaucoup plus pauvres. À l'intérieur du pays, si on regarde le PIB par habitant, les écarts territoriaux sont massifs. En 2023, à Shanghai, on est autour de 190 321 yuan par habitant contre 47 867 yuan par habitant au Gansu, soit un écart de richesse de quasiment x4. Si je compare avec la France, où les écarts de richesse existent évidemment aussi, l'écart entre l'Île-de-France et les Hauts-de-France, soit les deux extrêmes en termes de PIB, il est d'environ x2. C'est 2 fois moins que la Chine. Pareil, côté revenu annuel, en Chine, la moyenne est à 51 821 yuan en ville, contre 21 691 yuan en zone rurale. On est quasiment sur un x2. C'est énorme. Bref, c'est ces contrastes de richesse qu'on va essayer d'observer aujourd'hui. La dernière vidéo sur les riches, on a bien rigolé, mais ça c'était avant. Aymeric Elan, la précarité en Chine, c'est parti. Je le cale maintenant pour plus vous embêter avec ça après, mais si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. On est encore une petite chaîne et ça nous aide énormément. Bon, et maintenant, avant de rentrer dans les analyses structurelles qui font la précarité chinoise, je voudrais vous raconter une histoire. Celle d'un challenge qui est apparu sur les réseaux sociaux ces dernières années et qui promet une montagne d'argent aux individus les plus disciplinés.
Récemment, un défi mystérieux est apparu sur les réseaux sociaux chinois. Et ces règles sont a priori très simples. Un candidat est placé dans une chambre d'hôtel pendant une longue période. S'il arrive à rester isolé en cette chambre sans la quitter pendant l'intégralité de l'épreuve, alors il remportera une récompense de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Rester, attendre, se montrer discipliné. L'apparence, c'est super enfantin. Alors forcément, ce genre d'annonce, ça fait réfléchir, surtout quand on cherche une porte de sortie. C'est le cas de Zhang, ce chinois sans emploi qui cumule déjà de nombreuses dettes, scrolle sur les réseaux sociaux quand il tombe sur une mystérieuse pub. Une agence propose une somme de 859 700 yuan à celui ou celle qui réussira à rester isolé du monde pendant 26 jours. Zhang est intéressé et prend donc contact avec cette mystérieuse agence. On lui envoie alors un contrat avec les règles suivantes. La production lui fournira une chambre d'hôtel dans laquelle il devra rester pendant l'intégralité de l'épreuve s'il veut remporter le jeu. L'aventure sera filmée dans son intégralité et son visage devra toujours être visible à la caméra. Aucune interaction sociale ne sera tolérée et s'il a le droit à quelques formes de divertissement comme par exemple son smartphone, son usage est très limité. Aussi, on lui apportera à manger 3 fois par jour et le coût des repas sera pris en charge par la production. S'il reste dans la chambre pendant 24 heures, il obtiendra 600 yuan, pendant 3 jours, 6600 yuan, 5 jours, 26 000 yuan, 10 jours, 86 000 yuan, 26 jours, 500 000 yuan. Zhang regarde le contrat et se sent en confiance. Après tout, il n'aura qu'à patienter tranquillement sans rien faire dans une chambre d'hôtel. Étant actuellement sans emploi, il y voit une manière de se faire plus d'argent qu'il pourrait en faire en plusieurs mois dans sa situation actuelle. Mais surtout, il y voit un moyen d'enfin pouvoir rembourser ses nombreuses dettes. Alors, il signe. Avant que le jeu commence, il doit tout de même payer 6 900 yuan de frais de participation. Ça représente déjà une somme importante pour Zhang. Mais allez, il suffira de rester 5 jours dans le jeu et ça sera rentabilisé. Le jeu démarre. Zhang pénètre avec confiance dans la chambre d'hôtel dans laquelle il espère tenir 26 jours. Au final, il va y rester moins de 24 heures. Et pourtant, dans cette chambre, il n'y a rien de terrifiant. Il n'y a pas non plus d'artifice de la production pour faire craquer les gens. Personne n'est caché sous le lit. Non, vraiment, il n'y a rien de spécial. La vraie raison qui a conduit à l'élimination de Zhang, vous allez le voir, c'est beaucoup plus subtil. C'est que pendant un bref instant, il a couvert son visage pour frotter ses yeux fatigués. C'était pourtant écrit dans le contrat qu'il a signé. Il est interdit de cacher son visage pendant plus de 3 secondes. Ce petit geste l'a immédiatement disqualifié et les 6 900 yuan qu'il a avancés sont perdus. Mais Zhang ne perd pas espoir. Il se dit que cette fois c'est bon, il a bien pris connaissance des règles du jeu, il sera beaucoup plus vigilant. Alors il avance une nouvelle fois les frais d'inscription et retente le challenge, en se promettant de ne plus faire la même erreur. Cette fois-ci, Zhang passera avec succès la première journée. Le matin du second jour, il s'apprête à faire son lit, mais pendant un bref instant d'inattention, il se met dos à la caméra. Il est alors à nouveau éliminé. Le désespoir s'empare de Zhang. C'est près de 14 000 yuan qu'il a désormais perdu. Mais il se dit qu'il ne peut pas repartir dans le négatif. Alors il emprunte de l'argent à un ami et retente le jeu une 3e fois. Pour cette 3e partie, on lui propose une option spéciale que Zhang va immédiatement accepter. Cette fois, l'épreuve ne durera que 10 jours. Il y a moins d'argent à la clé, mais également plus de chances de succès. Zhang accepte et cette fois, il fait plus attention que jamais à ses moindres gestes. Mais pas assez visiblement. Parce qu'en faisant quelques exercices physiques, il va toucher et couvrir pendant un bref instant le paquet de bière posé sur une table. Les règles du jeu impliquaient pourtant qu'il ne faut ni consommer ni même toucher l'alcool présent dans la pièce. Zhang est donc à nouveau éliminé et cette fois c'est 20 000 yuan qu'il aura dépensé et perdu. Bon, je pense que vous commencez à voir le truc. Le scam vient du fait que les règles sont floues et c'est facile d'éliminer un candidat en invoquant n'importe quelle raison. Il n'y a aucun monde où les organisateurs laisseraient quelqu'un partir avec le butin. Il suffit de voir la règle 7 du contrat qui stipule « Si le participant se sent mal physiquement ou psychologiquement pendant le challenge, ou bien qu'il se comporte d'une manière inhabituelle, alors il sera considéré comme non apte à continuer le jeu. » Alors déjà, rien ne définit c'est quoi se comporter d'une manière inhabituelle, mais en plus on parle de gens potentiellement isolés du monde pendant des dizaines de jours. Comment tu peux seulement agir d'une manière non inhabituelle dans une situation comme celle-ci? Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, ils ont pas le droit d'éteindre la lumière pendant l'intégralité du jeu. De quoi rendre bien fou.
Un autre participant était en compétition depuis 7 jours quand quelqu'un va frapper la porte de sa chambre. Étonné et ne sachant pas qui ça pouvait être, il va juste répondre avec un et ce simple son sera considéré comme une tentative d'interaction sociale. Un autre joueur encore, lui en compétition depuis 17 jours, sera éliminé parce qu'il s'était curé le nez, et donc il aurait eu un comportement dégradant. Vous avez compris, ce jeu dans son intégralité, c'est un immense piège dont il est impossible de sortir gagnant. Les joueurs participent encore et encore à chaque fois en croyant que cette fois, ça sera la bonne. Au final, c'est un jeu qui est plus proche du casino qu'un défi de performance. Tu payes une avance en disant que tu vas repartir avec une somme énorme, mais au final, tu perds et tu continues de remettre de l'argent. Encore et encore. Avec cette fois l'espoir de recouvrir tes dettes. En vain. Comme Jang, les autres candidats qui participent à ce jeu sont pour la très grande majorité des pauvres gens couverts de dettes, qui pensent voir là un moyen de les rembourser, mais qui finissent dans une situation encore pire qu'avant le challenge. Et sans même parler de l'argent perdu, certains candidats ressortent traumatisés avec des séquelles psychologiques très lourdes. Et alors maintenant, parlons un petit peu des organisateurs. En fait, ce sont plusieurs petites sociétés locales, la plus importante s'appelant Uiba Self-Discipline Room. Ils attirent des gens sur les réseaux grâce à des vidéos où on voit des gagnants repartir les mains pleines de cash, des vidéos qui sont sûrement fausses et qui vendent de l'espoir aux plus désespérés. Et le tout saupoudré de hashtags de motivation tels que « La vie récompense ceux qui travaillent dur ». Bref, pour eux l'idée c'est de se faire un maximum d'argent en exploitant le désespoir des gens, en leur vendant une fausse porte de sortie. La Chengdu Uiba Challenge Entertainment Co Ltd, nom officiel de la compagnie, s'est vite retrouvée sur le répertoire des entreprises anormales. Et donc au fur et à mesure du temps, ces stations se sont fermées. Pendant ce temps, une antenne parallèle a ouvert ailleurs à Changsha et a commencé à recruter là-bas, avant d'être elle aussi forcée à la fermeture par l'administration locale. Pourtant, même si les grosses structures ont été démantelées, des contenus 518 ont continué d'apparaître en ligne. Signe qu'aux dernières nouvelles, les défis se poursuivent encore. On parle souvent des centres urbains chinois qui se développent ultra rapidement, mais loin des villes, une autre réalité persiste encore. Comme dans de nombreux pays, c'est dans les campagnes que se concentre la grande majorité des populations précarisées. Sous-développement, éducation en berne, difficulté d'accéder aux services sociaux, c'est malheureusement un schéma classique. Mais sachez que si vous venez de la campagne chinoise, eh bien vos origines sociales c'est quelque chose qui est visible, même sur vos documents d'identité officiels. En Chine, il y a 2 documents officiels. On a le pièce d'identité, comme en France. Et le deuxième, il s'appelle le hukou. C'est un peu comme la livre famille, mais on va noter est-ce qu'on a minorité ou pas. Surtout sur le hukou, c'est bien noté, nous on vient de la ville ou la campagne. On l'évoquait un peu plus tôt, récemment la Chine a annoncé avoir éradiqué l'extrême pauvreté rurale. On en parlera un petit peu plus tard et comme vous le verrez, il y a du mieux c'est vrai, mais pour comprendre les défis actuels, il faut aussi regarder d'où on vient. Pour illustrer tout ça, on va s'appuyer sur la vie de Fan Yusu. Son témoignage traverse plus de 30 ans d'évolution de campagne et montre les divisions ville-ruralité qui existent. Fan Yusu, c'est une ancienne travailleuse migrante et domestique qui a connu une autorité publique en 2017 avec la publication sur son blog de son récit autobiographique, intitulé « Je suis Fan Yusu ». Son témoignage est devenu un phénomène viral qui a suscité un débat national sur la fracture sociale entre les campagnes et les villes. Cette femme naît dans un village de la province du Hubei, dans une maison où l'argent manque. Le père est souvent malade et les 2 sœurs sont handicapées, tandis que la mère tient la famille à bout de bras. Elle décrit la pauvreté comme ayant un goût précis, celui de la patate douce. Mon frère voulait devenir écrivain, mais être écrivain demandait un certain investissement. Il a échangé nos récoltes de riz et de blé contre de l'argent, puis a dépensé cet argent en revues littéraires et en chefs-d'œuvre classiques. Sans nos céréales, toute la famille a dû se contenter de patates douces. Heureusement, parmi les 5 enfants de ma mère, aucun n'est mort de faim. Durant la révolution culturelle, et en gros tout était rationné. Comme à l'époque en Chine, après la guerre, le climat et tout, il n'y a pas beaucoup de nourriture de base, donc vraiment rationné de tout. La viande, du riz, les huiles, même les cotons pour les vêtements, même le fil. Ça veut dire c'est l'État qui décide. Un garçon, c'est combien de grammes de riz par jour, une fille, c'est combien selon l'âge et tout. Mais comme en gros, il n'y a pas beaucoup à manger, c'est jamais assez. Du coup, ça existe en marché noir, mais du coup, pour les gens pauvres, bah, bien sûr, ils n'ont pas assez de sous. Ou ma mamie m'avait dit, ils ont essayé d'acheter, mais ce qu'ils ont trouvé dans les sachets de riz, en fait, c'est des riz un peu, les déchets de riz, c'est même pas vraiment des riz couleur blanche comestibles. Du coup, comme dans la famille, mes parents, ils viennent de familles pas très riches à l'époque, mais donc ils se trouvent, par exemple, aller sortir, voir s'il y a des plantes, des légumes, des champignons que tu peux manger. Et à la fin, quand t'as vraiment rien, ils ont fini par manger certains pots de bois ou les racines.
Quelques décennies plus tôt, la plupart des villages chinois vivaient sous le régime des communes populaires. C'est un système administratif mis en place en 1958 qui plaçait sous contrôle collectif l'agriculture et même les services sociaux de base tels que les écoles et les cliniques. En parallèle de ça, on avait aussi mis en place des cantines collectives pour nourrir tout le monde. En bref, c'est un système où il y avait une quasi-suppression de la vie domestique privée. C'était un système intéressant, mais dans la réalité, c'était quand même assez dysfonctionnel. En fait, on estime que ce type d'administration a contribué à la grande famine de 59-61 qui a particulièrement touché les campagnes. Quoi qu'il en soit, comme vous le savez, en 1978, la Chine subit d'importantes transformations économiques. Et pendant que dans les villes et le long des côtes, le niveau de vie s'améliore considérablement, pour des millions de familles rurales, c'est une autre histoire. Les communes populaires qui géraient la vie rurale sont démantelées, pendant que les terres agricoles qui appartenaient à la communauté sont confiées aux familles. Résultat, la productivité explose. Les services collectifs s'effondrent. Côté éducation, l'école est rendue obligatoire par la loi de 1986. C'est une véritable avancée, mais cette loi se heurte à la réalité. Les comtés et les bourgs doivent alors mettre en place dans la hâte de nombreuses écoles alors que l'argent manque. On construit alors des salles de classe avec les moyens du bord. Les professeurs manquent, les manuels scolaires aussi. Et dans une salle de classe peuvent cohabiter jusqu'à 5 niveaux d'écoliers différents. Et je vous parle même pas de la difficulté de tenir une classe en hiver dans ces conditions. Dans son témoignage, Fan Yousu mentionne qu'à 12 ans, elle remplaçait déjà l'instituteur. Non pas parce qu'elle le voulait, mais parce qu'il n'y avait personne pour tenir le cours. Son frère, en revanche, lui, brille à l'école. Il finit difficilement par faire son trou et réussira à devenir fonctionnaire de l'État. En revanche, une autre chose pour laquelle c'est particulièrement compliqué, c'est l'accès aux soins. Depuis le basculement vers le privé, ceux-ci sont devenus particulièrement inabordables pour beaucoup de paysans. Fan Yousu raconte comment la santé est un pari quotidien. L'hôpital est loin et les routes qui y mènent quasi absentes. Ma mère avait demandé à mon oncle de courir avec ma sœur malade sur le dos sur plus de 40 km, jusqu'à l'hôpital central de Xiangyang. Mais les soins n'apportent pas de remède. Sa sœur, touchée par la polio, survivra avec des séquelles. Son autre sœur, elle, mourra d'une fièvre à l'âge de 20 ans. En effet, un autre facteur qui accentue l'état des campagnes, c'est la géographie. De nombreux comtés se trouvent dans des zones compliquées et sont mal reliés au reste du pays. L'électricité y est instable et les réseaux télécoms le sont tout autant. Et ça, c'est sans parler de l'état des routes. Certains endroits sont situés parfois dans des coins tellement reculés que le peu d'accès routier assaisonné est extrêmement dangereux. Les pistes sont en terre et faire passer le moindre camion de ravitaillement est périlleux. Et je vous parle même pas de l'absence de pont dans certaines zones. Le seul moyen de franchir la rivière rapidement, c'est ce câble. Il mesure une 50aine de mètres et permet de traverser les rapides en quelques minutes. Un exemple devenu célèbre, c'est celui de Atulyar Tsuan, le village des falaises, qui illustre parfaitement cet isolement. Situé au sommet d'une falaise, le lieu était uniquement accessible par des lianes jusqu'en 2016. Dites-vous que c'est dans ces conditions que des jeunes enfants devaient grimper tous les jours pour se rendre à l'école. Plus tard, pour aider les habitants, on a installé un immense escalier de plus de 2500 marches, mais même avec des escaliers, l'effort reste considérable. 我的妈呀，这也太吓人了吧！感觉要随时跌落的感觉。如果说从这里跌落下去的话，后果将不堪设想。 Durant l'université, j'ai certains camarades, j'ai l'impression qu'ils sont tout le temps là, tout le week-end ils sont là, toutes les vacances. Mais sachant qu'en Chine, on a quand même beaucoup de vacances. Les gens m'ont dit ils rentrent une fois ou 2 fois max par an. Pour la raison, c'était même pas l'histoire de prix, c'est juste c'est tellement la galère de rentrer. Donc pour les gens, ils vivent un peu lointaines, surtout à la campagne. Ils n'ont pas trop de choix. Il faut prendre l'avion ou un train jusqu'à la plus grande ville. Après, changer un bus. Mais après, le bus, il n'a pas les routes jusqu'à la montagne. Moi, j'ai même une camarade, elle m'a dit, elle doit traverser genre 2 montagnes pour rentrer chez elle. C'est genre 2-3 heures à randonner. Donc, c'est même pas possible pour eux de rentrer. Encore au début du XXIe siècle, l'état des campagnes reculées fait toujours peine à voir. Fan Yousu, elle, voit son frère qui travaille pour le gouvernement devenir obsédé par les jeux d'argent. Rapidement, il s'enfonce dans des dettes qu'il ne pourra jamais rembourser. Alors il passera le reste de sa vie à se cacher des créanciers. Il est évidemment viré et on lui retire son statut de fonctionnaire. Tandis que son autre grand frère se voit contraint de consacrer sa vie à l'agriculture. Lui qui voulait être écrivain vit que le sentiment d'être passé à côté de son destin. Mais Fan Yousu, elle veut une meilleure vie. Elle veut tenter sa chance ailleurs. Alors comme elle, des millions de gens à la recherche d'un meilleur avenir vont quitter leur campagne pour tenter leur chance en ville. Des jeunes travailleurs partent sans diplôme, pour des petits boulots durs et instables, loin de chez eux. Ces paysans qui quittent leur campagne pour la ville, ça porte un nom. On les appelle travailleurs migrants, aussi appelés Minggong.
gros, le Mingon, c'est plutôt les gens, ils viennent de campagne ou des petites villes. Ils vont aller dans les plus grosses villes, Shanghai, Pékin, pour chercher un travail basique, genre dans les usines ou le nettoyage, genre les poubelles. C'est un peu ça. Les Mingon, ils voient pas souvent leur famille. Généralement, ils rentrent une fois par an, donc durant le Nouvel An chinois. Et il y a certains, ils rentrent même pas. Donc ça dépend parce que comme ils gagnent pas beaucoup, souvent ils viennent de loin. Donc c'est aussi le temps de rentrer et est-ce qu'ils ont assez de congés. Ils sont assez bloqués dans la ville où ils travaillent. À partir de la fin des années 70, l'ouverture économique a fait exploser la demande de main-d'œuvre autour des métropoles. Des millions de Mingon ont afflué vers les grandes villes dans l'espoir de trouver une situation stable. Mais ils se retrouvent à vivre dans des conditions très difficiles. Logements salubres, horaires interminables, emplois dangereux, salaires irréguliers. Disons-le clairement, la situation des travailleurs migrants, elle est très compliquée. Et pour comprendre pourquoi, il faut d'abord expliquer un élément clé de la société chinoise, le système du hukou. Mais en gros, le hukou, c'est vraiment pour définir où tu vis. Tout le monde, c'est la Chine est grand et on n'a pas assez de ressources pour tout le monde, l'histoire de l'école médicale et tout. Donc l'État est vraiment décidé basé sur la population de chaque ville. Mais la population de chaque ville décide pas le hukou, donc l'adresse que tu as enregistrée. Du coup, pour l'histoire de Mingon, comme ils ont quitté leur domicile, mais du coup, en tant que Mingon, si tu n'as pas un appartement propriété dans une nouvelle ville, ton hukou est toujours dans ton ancienne ville. Du coup, l'État t'a donné l'accès que dans ton ancienne ville. Et donc, ça a donné une conséquence disant que j'ai pas l'accès à l'histoire de l'école ou certains services médicaux dans la nouvelle ville. C'est pas t'as vraiment pas l'accès, c'est juste ton accès ailleurs. Parce que sinon, tu vas prendre le quota de les gens qui vivent dans la ville. Par conséquent, sans hukou enregistrés dans leur nouvelle ville d'accueil, ces travailleurs migrants vivent dans une forme de clandestinité. Ils sont privés de droits aux services publics locaux. Fan Yousu s'est installée à Pitsuan, un village urbain de migrants aux portes de Pékin. Elle a aujourd'hui 2 filles. Elle raconte qu'autour d'elle à Pitsuan, les enfants de migrants galèrent pour intégrer l'école publique, car celle-ci n'accepte pas toujours les enfants travailleurs migrants. Alors beaucoup d'entre eux finissent dans des écoles de migrants au niveau inégal. Et ça, c'est quand les enfants ne sont tout simplement pas abandonnés par leurs parents. Un phénomène malheureusement trop courant qui porte un nom, ce sont les enfants laissés pour compte. « 67 millions. C'est le nombre estimé d'enfants qui grandissent sans leurs parents dans les zones rurales en Chine. On les appelle Liushou Artong, littéralement enfants laissés à l'arrière, et c'est un phénomène qui a 2 origines. La première, c'est que leurs parents sont des travailleurs migrants partis des campagnes. Le coût de la vie en ville est trop élevé pour faire vivre toute la famille sur place. Leur salaire modeste, des horaires irréguliers, des logements en dortoir rendent impossible l'éducation d'enfants. La seconde, c'est une nouvelle fois le hukou. Sans ce document obligatoire pour migrer vers une autre région, les migrants ne peuvent bénéficier d'aucun service public. Dans ces conditions, impossible de placer leurs enfants dans les écoles et dans les cliniques du coin. C'est pour ces raisons que les parents préfèrent laisser leur progéniture derrière eux, les laissant à la charge des grands-parents, d'autres membres de la famille, ou dans de rares cas, livrés à eux-mêmes. Ces enfants abandonnés, on peut les voir comme un effet secondaire du miracle économique chinois. En plus d'être confrontés à un mode de vie extrêmement précaire, l'éloignement parental précoce pèse sur le développement socio-émotionnel. Les personnes qui les prennent en charge ne sont pas forcément aptes à leur apporter un soutien affectif, et dans ces conditions, on trouve un très fort décrochage scolaire chez les jeunes. Et ça, c'est sans parler des risques accrus d'accidents, de maltraitance ou d'errance, illustrés par des drames très médiatisés. En 2015, le frère aîné d'une fratrie de 5 à 13 ans, dont les 2 parents étaient partis travailler en ville, a empoisonné ses 3 sœurs avec du pesticide avant de se donner lui-même la mort. Très récemment, en 2024, avec le meurtre de Wang Ziya, un garçon de 13 ans déjà cible de harcèlement qui était assassiné par 2 camarades de classe du même âge. En 2012, pour se protéger contre le froid, 5 garçons sont morts, asphyxiés au monoxyde de carbone dans une benne où ils avaient allumé du charbon pour se réchauffer. Tous étaient les fils d'éboueurs partis pour Shenzhen qui avaient échappé à la surveillance de leurs grands-parents. Voilà, des tragédies qui relancent régulièrement le débat sur le sort de ces enfants laissés pour compte. Et alors, jusqu'ici, je n'ai pas encore abordé la question des chiffres. Le nombre de travailleurs migrants en Chine en 2024, il est estimé à, attention, 299,73 millions d'individus. Un nombre en hausse chaque année. C'est plus de 4 fois la population française. Une issue à la situation de tous ces travailleurs passerait par une réforme en profondeur du hukou. Celle-ci est attendue depuis longtemps, mais il faut comprendre une chose. C'est que cette main-d'œuvre bon marché, combinée historiquement à un yuan maintenu à niveau faible, c'est ce qui a nourri la compétitivité chinoise et le bas prix de ses exportations. Toucher au système d'exploitation des Mingon, ça veut dire impacter gravement la croissance du développement du pays.
la Chine est dans une impasse. Bon, tout ça c'était un petit peu triste, je vous l'accorde, alors je vous propose d'égayer cette vidéo avec un truc un petit peu plus léger. Nous allons donc voir comment tout ce dont on a parlé a contribué à la création de la première contre-culture de l'internet chinois. Est-ce que vous vous souvenez de la tectonique ? Bien sûr, je sais que vous vous en souvenez et que face au sentiment de malaise qui vous habite actuellement, vous auriez préféré oublier. En France, c'est un peu un traumatisme national après tout. Et pourtant, je suis ici pour vous soulager et vous libérer, car je vous l'annonce, la Chine a fait encore plus kitsch. Hop, je vous en montre pas plus pour l'instant, je vais prendre le temps d'introduire tout ça. Ceux qui vont donner naissance aux chamateux, ce sont les enfants des travailleurs migrants dont on a déjà parlé. La plupart d'entre eux sont eux-mêmes des enfants laissés pour compte qui ont grandi sans leurs parents. Ils sont quasiment tous déscolarisés depuis leur très jeune âge et sont généralement partis travailler à l'usine ou dans les champs, certains même avant leur majorité, ce qui est pourtant illégal. Et beaucoup de ces jeunes n'avaient même pas de document d'identité officiel de toute façon. 当时我是带着一个假的身份证去的，本来身份证上面的那个人跟我也有一点像，然后他们就说年龄跟你人真的一点都不匹配，觉得你人太小了，然后他们就半信半疑的把我收了。 À l'usine, le travail est dur, les conditions sont difficiles et le salaire vraiment infime. Dans toutes les interviews de ces jeunes qu'on peut voir, tous insistent sur la sensation qu'ils ont de vivre en cage. Ils sont là, éprouvés physiquement, à construire des bâtiments ou à fabriquer nos objets en plastique. 你就算是8点上班嘛，如果说正常情况下的话，就会是9点半或者10点；如果不正常的话，11、12点都有。要么就是说再不正常，通宵也是常有的事儿。其实我以前除了会打工，什么都不会。我可以几个月不出那个厂门口。 La vie est absurde, répétitive et même dangereuse. Alors dans ces conditions se posent rapidement les questions suivantes. Comment continuer à vivre ? Et même pourquoi continuer à vivre ? Face à la morosité de la vie, une partie de ces jeunes vont commencer à se métamorphoser. Et c'est ainsi que naîtra le chamateux. Le chamateux, c'est donc une sous-culture née sur internet dans les années 2000, chez les jeunes ouvriers et migrants chinois. Le phénomène est né sur internet et est par conséquent indissociable des cybercafés du réseau social QQ. Vestimentairement parlant, ce phénomène se distingue par son extravagance qu'on peut rapprocher d'autres mouvements de la même période. On peut notamment noter certaines similarités avec le style emo, mais ici version un peu plus colorée. Et je pense que vous l'avez remarqué, les coiffes que de plus en plus de jeunes se mettent à porter, elles sont particulières. Elle est bizarre quand même cette coiffure, avec toutes ses couleurs et ses formes. Et non seulement le volume des cheveux est impressionnant, mais en plus il y a beaucoup de couleurs, on y rajoute des pics, des formes étranges, et en fait, c'est à travers celles-ci que les jeunes ouvriers voyaient une manière de se donner du courage, d'avoir l'air de vrais durs à cuire. L'idée c'est ok on va bader, mais on va bader ensemble et avec style. Celui qui a lancé cette trend, c'est un homme du nom de Luo Fuxing. Un peu à la manière de Cyril Blanc et Alexandre Bazourdin, qui étaient un peu les parents de la tectonique en France, bah ici c'est Luo Fuxing qui était le père du chamateux. Il était fasciné par les coiffures des musiciens de visual kei, un genre musical qui était particulièrement populaire au Japon à la fin des années 90 jusqu'au milieu des années 2000, et qui était lui-même inspiré du glam rock. Il passait des heures au cybercafé à consulter des images de ses groupes jusqu'à ce qu'il décide de sauter le pas et qu'il parte direction le coiffeur du coin pour demander qu'on le coiffe comme ses idoles. Là-dessus, Luo Fuxing balance un coup de spray coloré sur les cheveux et boum, le voici métamorphosé. Fier de son nouveau look, il commence à prendre des photos à l'aide de la webcam du cybercafé et les poste sur les forums de l'époque. Son excentricité marque les gens et rapidement il devient une des premières micro-célébrités du net chinois. À tel point que ça inspire des gens qui commencent bientôt à copier son look. Et parmi ces très nombreuses personnes, on l'a vu, la grande majorité d'entre eux sont issus de la classe ouvrière et voient ici une manière de réenchanter leur vie misérable. Bref, derrière l'esthétique jugée kitsch, c'est l'affirmation d'identité d'une jeunesse populaire stigmatisée. Très vite, une communauté s'est organisée autour de groupes de conversation en ligne, en particulier sur la plateforme QQ. Et alors, ça devient un vrai phénomène. Ce sont des millions de jeunes qui adhèrent au chamateux, avec le sentiment pour certains d'enfin appartenir à une communauté. Eux qui se sentaient seuls et isolés ont désormais le pouvoir de se faire remarquer. Ils profitent d'internet pour poster des vidéos, et par contre, on va pas se mentir, elles sont quand même un peu cheloues.
C'est pas rare de le voir se traîner dans la terre et dans la boue. La danse aussi, elle est particulière et même la musique, c'est quelque chose. Bon, je pense que vous voyez venir la suite. La fascination a vite laissé place à la moquerie. Entre 2010 et 2012, des micro-blogueurs ont commencé à parodier le chamateux, se faisant passer pour des adeptes afin de gagner de l'audience. Très vite, la blague est devenue une mode en ligne. On se moquait des pratiquants pour le simple plaisir d'humilier. Les fausses vidéos ont fini par supplanter les vraies, et une vague de haine s'est abattue sur ces jeunes ouvriers. Le grand public trouvait ces jeunes vulgaires, hideux, dégoûtants. Alors le harcèlement en ligne est devenu intense. On s'organisait sur des forums, dans des groupes de discussion, même dans des serveurs World of Warcraft. On répandait des fausses rumeurs sur certains membres pour les faire passer pour des criminels et créer toujours plus de haine à leur encontre. Des anti-chamateux infiltraient des groupes QQ en dissimulant leurs intentions, puis harcelaient les membres au grand jour. À la fin, la plupart de ces groupes ont dû être supprimés. Sous la pression du harcèlement, parfois même sous la violence physique, car oui, certains jeunes ont vécu des agressions, les pratiquants du chamateux ont finalement préféré se raser la tête. Le mouvement est mort subitement sous les moqueries du grand public. Et pourtant, plus d'une décennie plus tard, on commence enfin à réévaluer le chamateux comme la première contre-culture numérique chinoise. On retrouve même son héritage aujourd'hui dans le yabi, un style vestimentaire lui aussi issu d'internet à la croisée des tendances chinoises préexistantes et internationales. Comme le chamateux, le yabi s'est construit comme une forme de rébellion, issue d'une jeunesse face aux valeurs traditionnelles du pays. En fait, ce qui est touchant dans cette histoire, c'est comment certains jeunes des classes les plus défavorisées ont essayé d'apporter un peu de beauté dans leur vie. Pour certains, c'est grâce à l'art et à la poésie que la vie à l'usine devient presque acceptable. Bon, parlons maintenant des solutions qui ont été mises en œuvre pour résoudre les problèmes qu'on a évoqués jusqu'à maintenant. Entre 2013 et 2020, la Chine a mené une campagne massive de réduction ciblée de la pauvreté. Avec près de 100 millions de ruraux à sortir d'une situation fragile, le défi est énorme. Et à ces fins, des investissements colossaux ont été mis en place. Après un peu moins d'une décennie de lutte, en 2020, Pékin annonce que c'est un succès. 98,99 millions de ruraux sont sortis de la pauvreté, tandis que 832 comtés et 128 000 villages sont retirés de la liste des zones pauvres. La mission prioritaire, c'est de permettre à ces populations de ne plus manquer de nourriture ni de vêtements, de garantir l'accès à l'école obligatoire, aux soins essentiels et à un logement sûr. Un défi qui passe aussi par un investissement dans les infrastructures, routes, électricité, eau potable, réseau mobile et fibres. Fin 2020, plus de 98% des villages auparavant pauvres avaient enfin la 4G et l'État dit avoir résolu les problèmes d'eau potable pour les populations les plus vulnérables. On a pu voir dans cette vidéo l'état compliqué de certains villages. Alors plutôt que de les rénover, la solution était de déplacer les populations de ces zones inhabitables. On a construit de nouveaux villages et c'est près de 9,6 millions de personnes qui ont été relogées dans ces sites mieux desservis. Avec des politiques d'accompagnement pour l'emploi et les services publics. Désormais, leurs habitants ont accès à des infrastructures modernes, des écoles, des supermarchés, etc. Et le déplacement est basé sur une prise de décision volontaire. Je vous laisse imaginer la taille du chantier que c'était, c'est colossal. En parallèle, des allocations minimales, aides médicales et pensions de base ont été fournies pour les ruraux non salariés. Depuis 2021, le programme est passé dans une nouvelle phase, désignée comme revitalisation rurale. C'est-à-dire une période transitoire de 5 ans pour consolider les acquis. En gros, un système qui permet de repérer tôt les ménages à risque qui peuvent rechuter et leur apporter de l'aide. Et donc en effet, le niveau de vie de la population chinoise s'est largement amélioré. En revanche, les inégalités persistent, voire même continuent d'augmenter. Les défis restent également à relever, avec notamment ce qui concerne le sort réservé aux travailleurs migrants. Et plus loin dans les zones rurales, malgré les nouvelles aides mises en place, les personnes âgées continuent de survivre difficilement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Merci également à Jotaro et Simon qui ont dessiné quelques séquences pour la vidéo, ça fait très plaisir de les avoir. C'était un sujet qui n'était pas facile à traiter, parce qu'évidemment c'est des sujets qui sont un peu durs. Quoi qu'il en soit, on essaie de pas tomber dans un truc trop misérabiliste, que ça reste aussi comme un peu divertissant, sans forcément manquer de respect aux gens qui sont évoqués dans la vidéo. En tout cas, voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, on se retrouve la prochaine fois, salut. Ciao.